Everybody to this second session of the webinar, A Critical Turn of Migration Studies, which is organized and funded by Institut Convergence Migration. Today, the session is devoted to a critical epistemology of migration studies. So this is the second session of the seminar, and the seminar will take place until next May on a monthly basis. And today we have the privilege to listen to Michel Peraldi and Andrea Rea. So as usual, one presentation will be in French and it will be followed by one presentation in English. So the first presentation is entitled, What is Migratology for Critical Epistemology? And it's so the Michel Peraldi, who is a research director at CNRS, IRIS, a research center. Michel is a well-known scholar of transnationalism. He has written extensively on transit migration, Maghreb migration, especially immigration actually to Maghreb countries, sub-Saharan migration to Maghreb countries. He also has written on the city of Marseille, and one of his last books was devoted to 3 books, I guess, on the sociology of Marseille, on the political sociology of Marseille, and also he has written on migrant minors. And so I give you the floor, Michel, in French. And then we'll have a second presentation I will present afterwards, Andrea. Thanks a lot for being there. Ok, ben merci. Tu as juste oublié de dire une seule chose, Camille, c'est le temps que nous avons. Parce que je m'imagine 20-25 minutes. 25 minutes grand max pour qu'on ait le temps de discuter un petit peu. Ça va, très bien. Alors, d'abord, je vous remercie de nous permettre ces échanges et ce débat. Je vais essayer de tenir les choses. Je tiens à préciser que ce que je vais raconter est le résultat d'une sorte de compilation de ce que nous faisons au séminaire de l'École des hautes études depuis presque maintenant 7 ou 8 ans. Je n'ai pas tenu exactement les comptes, mais séminaire que nous organisons avec Camille Schmoll, donc avec Lisa Terrazzoni et Adeline Miranda, que nous organisons depuis quelques années, qui effectivement a pris depuis pas mal de temps la posture ou la volonté d'une posture épistémologique ou méthodologique de réflexion sur ce qu'on fait quand on travaille sur les migrations, quand on fait de la sociologie ou de l'anthropologie des migrations. Donc, j'ai essayé de résumer tout ça. Je l'avais d'abord fait en 1h30, et puis ensuite, Andrea Rea m'a dit « Mais non, 1h30, tu n'auras jamais le temps », donc je l'ai réduit. Je l'ai réduit à peu, mais j'espère que j'arriverai dans les temps sans être trop obscur ou trop confus dans mes propos. Alors, première chose, donc, ce que j'ai essayé de faire, je le dis sans… voilà, j'ai simplement essayé de faire une sorte d'exercice de vocabulaire, c'est-à-dire essayer de donner un peu un sens à un certain nombre de termes qu'on emploie ou qu'on voit employés dans les études sur les migrations. Ce n'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire, donc excusez si c'est un peu confus ou bafouillant, mais de temps en temps aussi prendre des risques et pas toujours être au bord de… Enfin, un de mes maîtres disait qu'il faut toujours être au bord de son savoir pour être intelligent. Et donc, je vais essayer pour une fois dans ma vie d'être intelligent, donc d'être au bord de mon savoir et pas au milieu et pas au centre. Mais le risque quand on est au bord de son savoir, c'est qu'on est parfois bègue. Voilà. Alors, première chose sur l'épistémologie. Qu'est-ce qu'on peut entendre par épistémologie, puisque c'est un terme auquel on peut donner beaucoup de sens. Moi, j'entends par épistémologie aujourd'hui la définition des conditions de l'observabilité, c'est-à-dire la définition des conditions à partir duquel un objet peut se rendre observable à un certain nombre de sciences. Alors, dit comme ça,
ça a l'air d'être un cours de première année de sociologie. En réalité, on s'aperçoit que, par exemple, en matière de migration, les objets aujourd'hui se définissent soit en fonction des urgences sociales, soit en fonction d'affichage médiatique, d'affichage politique, etc. Et que c'est ni l'urgence ni l'affichage médiatique qui définissent les conditions de l'observabilité d'un objet. Donc précisément, il n'est pas toujours aussi simple que ça et aussi évident que ça de constituer les objets de la migration en objets observables pour la géographie, les sciences humaines, d'une façon générale. Voilà. Alors, première chose, migrantologie. Donc, le terme de migrantologie, c'est ni de l'humour, ni une invention personnelle. Le terme de migrantologie, je l'ai appris au Mexique quand j'étais et que je faisais du terrain à Tijuana. J'ai découvert là-bas une institution qui s'appelle El Colegio de la Frontera Norte, qui veut dire le collège de la frontière nord, qui est une énorme institution, énorme au moins par son budget, puisqu'ils ont quelque chose comme 3 millions de dollars par an de budget de fonctionnement. J'imagine nos amis de l'URMIS et de Migrantaire qui peuvent réfléchir à ce que je viens de dire. 3 millions de dollars par an. Même les amis du GERM à Bruxelles, qui sont immensément riches, n'ont probablement pas 3 millions de dollars par an pour fonctionner. Et donc, dans cette institution a été créé un site de recherche qui s'appelle Migrantologos, donc qui est les migrantologues, et qui, justement, pour moi, caractérise ce qui est aujourd'hui la manière même dont l'objet migration se définit, c'est-à-dire une sorte un objet qui n'est pas défini de façon académique pour les limites du savoir, etc., mais qui inclut une dimension militante, une dimension d'expertise, voire une dimension esthétique à l'intérieur de son programme d'activité, et qui donc devient une sorte d'objet qui procède non pas en quelque sorte par le dépassement des frontières académiques. C'est-à-dire que l'objet migration tel qu'il est défini par les migrantologues devient un objet de savoir qui n'est plus du tout l'objet le savoir d'une science, mais qui est un objet qui peut être approprié par n'importe lequel des migrantologues, journalistes, experts, politiques, voire artistes, etc., qui font avancer les choses. Alors, je le dis à ma façon parce que cette manière de procéder, elle est aussi liée à ce à quoi nous assistons depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire à une véritable inflation des travaux sur le thème de la migration. Je ne dis pas le mot inflation au hasard, je crois que dans toute l'histoire des sciences sociales, alors peut-être que d'autres me diront que j'ai tort et que des objets comme l'éducation et d'autres ont été des objets aussi d'inflation, mais moi j'ai l'impression que dans toute l'histoire des sciences sociales, il n'y a jamais eu un objet comme celui des migrations qui fait l'objet d'une telle inflation de recherche, d'études, de production scientifique, néo-scientifique ou pas, et que de ce point de vue-là, encore une fois en termes méthodologiques ou épistémologiques, nous avons à nous interroger sur cette inflation qui est l'inflation elle-même est un mode même de production du savoir, c'est-à-dire ce qu'on cherche, ou ce qui se passe en matière de production, c'est qu'il ne s'agit pas de stabiliser des énoncés et puis de les falsifier au fur et à mesure de leur production, mais il s'agit en quelque sorte d'une sorte d'accumulation horizontale de ce que j'appelle des discours d'opportunité. Alors, je n'aurai pas trop le temps de le définir, mais je voudrais insister là-dessus et le mettre au milieu de la discussion. Il ne s'agit pas de falsifier ce que Beau a dit, et puis ensuite ce que disent Noiriel ou ce que Réa a dit, etc., etc. C'est-à-dire une sorte d'évolution. Je me réfère notamment à ce que dit Latour sur les énoncés scientifiques et leur falsification, ou sur les effets de vérité que peuvent produire les choses, mais sur une sorte d'accumulation horizontale de savoir qui viennent à peu près de tous les lieux du corps social, du journalisme, de la science et de partout, et une sorte
d'accumulation de discours d'opportunité au sens où, par exemple, telle loi, tel projet, telle expérience sociale va faire l'objet d'une nouvelle production de discours, etc. Et donc, on a une sorte comme ça d'accumulation, tous azimuts et non connectés, de discours scientifiques ou pas. Ça, c'est une chose à décider. Voilà. Alors, quand je dis ça, évidemment, je ne produis pas du tout une critique de ce qui est produit. Il y a des choses de très grande qualité qui sont produites dans ce régime de production. Je voulais simplement décrire le régime de production dans lequel on est. Et je voulais aussi en pointer la nouveauté, parce que je pense que par rapport à ce qui est le régime ordinaire ou académique de production des objets en sciences sociales, on est là confronté à quelque chose de très inédit et parfois, évidemment, pour les vieux classiques que sont, par exemple, Thomas Lacroix ou André Area, ce sont des choses qui sont très inhabituelles pour les vieux classiques. Les jeunes comme nous, non, on est tout à fait confrontés avec facilité et fluidité à ce genre de choses. Les jeunes comme Camille Schmoll ou moi, mais les autres, non. Voilà. Alors, la question qui est une question au centre de notre réflexion, c'est de se dire, est-ce que ce mode de production est lié à une transformation même de l'objet lui-même? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer que l'objet migration s'est transformé dans les 20 ou 30 dernières années de telle façon qu'il appelle un nouveau mode de production ou un nouveau mode de construction du savoir sur la migration? À cette question, je vais répondre non, mais évidemment, c'est un objet de discussion. Mais je voudrais simplement donner quelques éléments textuels sur la manière dont, je crois aujourd'hui, un certain nombre de chercheurs pensent que l'objet migratoire est lui aussi, en quelque sorte, l'objet d'une inflation, comme s'il y avait une sorte de mimétisme entre la manière dont le savoir se produit et l'objet lui-même. Je voulais citer cette citation qui m'a toujours profondément interpellé, je le dis vraiment sans humour. Donc je cite, un chercheur parle d'afflux massif, continu, immaîtrisable de migrants submergeant ou éludant nos frontières. Voilà. Je peux le répéter pour insister sur les mots. Afflux massif, continu, immaîtrisable de migrants submergeant ou éludant nos frontières. Sauf que cette phrase, elle n'est pas de Bolsonaro, elle n'est pas de Macron, elle est même pas de la ministre actuelle de la Recherche en sciences sociales, elle est de quelqu'un qui s'appelle Bauman, qui est un chercheur reconnu, méritant, un grand philosophe, etc., et qui donc fait partie de ces gens qui sont aujourd'hui persuadés du caractère massif, continu, immaîtrisable des migrants qui submergent nos frontières. Voilà. Et donc, je pense que cette vision, elle est aujourd'hui le cœur, le noyau dur d'un certain nombre de représentations qui fondent, en quelque sorte, l'utilité du savoir sur la migration. L'ennui, c'est qu'il n'y a pas massivité des flux, personne ne peut le prétendre. Je pense que là-dessus, François Héran a été toujours très clair, il n'y a pas massivité des flux. Il n'y a pas immaîtrisabilité des flux, puisque, on le verra et je vais y insister, je pense que précisément la question de la maîtrise des flux est au centre d'un certain nombre aujourd'hui de pratiques politiques, etc. La seule chose qui est effectivement vraie, c'est qu'il y a, et c'est je crois le seul changement à peu près pertinent en matière de migration aujourd'hui, un certain nombre de flux, un certain nombre de dynamiques qui étaient des dynamiques ponctuelles, qui étaient séquentielles à certaines époques, sont aujourd'hui devenues continues. Et effectivement, on peut considérer que les phénomènes migratoires ou les dynamiques migratoires sont aujourd'hui une composante continue par opposition à séquentielle, régulière de nos sociétés. À part ce changement-là, qui à mon avis n'est pas forcément très significatif, il n'y a pas très peu d'autres changements qu'on peut donner comme évidence.
Un autre point de méthodologie ou d'épistémologie sur lequel je voulais insister, on s'aperçoit qu'un certain nombre de chercheurs aussi inscrivent leur travail, et je pense que de ce point de vue-là, j'ai relu le texte de Bauman, le texte de Bauman s'inscrit dans une sorte de temps social qui n'est pas le passé, qui n'est pas exactement le contemporain, qui est ce qu'on pourrait appeler du présent prévisible. Et je cite là un autre texte qui lui aussi a eu ces dernières années un succès assez important. C'est le texte de Stephen Smith sur l'invasion, je cherche le titre, La ruée vers l'Europe, qui est un travail qui a fait beaucoup parler et qui politiquement pose beaucoup de problèmes, où en gros Stephen Smith, partant d'un certain nombre de considérations socio-démographiques et géographiques, expertise la possibilité d'une sorte de vaste invasion ou de vaste débordement du continent africain sur le continent européen. Et pourquoi je cite ces deux textes, celui de Bauman et celui de Stephen Smith? Parce qu'ils se situent exactement dans le même cadre épistémologique qui est celui que j'appellerais du contemporain prévisible. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de temps qui n'est pas complètement du futur, c'est-à-dire qu'on n'est pas en futurologie, on n'est pas sur du prévisionnel au sens où, par exemple, les urbanistes font des prévisions ou les économistes font des prévisions. On est sur un temps présent, sur du contemporain, un certain nombre de tensions qui sont nommées, mais qui sont aussi projetées en quelque sorte dans le temps sur leur prévisibilité. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que de ce point de vue-là, je pense, alors là encore une fois, c'est un objet de discussion, je pense que ce temps-là n'est à proprement parler pas du tout le temps des sciences sociales. Je pense que le temps des sciences sociales, le temps sur lequel s'inscrit justement la possibilité d'observabilité des phénomènes, c'est ce que moi j'appelle un présent consolidé, ce que les Anglais appellent le présent perfect, c'est-à-dire un présent qui n'a de sens que dans sa capacité à remonter sur des séries qui sont courtes, longues, moyennes, etc., mais qui est un présent qui, en quelque sorte, tire avec lui un certain nombre d'histoires et un certain nombre de fils historiques et de continuités historiques. Et donc, de ce point de vue-là, oui, je pense qu'il y a une grande différence et une frontière épistémologique extrêmement claire et extrêmement nette entre des chercheurs qui s'inscrivent dans ce que j'appelle le présent consolidé, et donc qui vont aller chercher un certain nombre de choses dans le présent et dans l'histoire, et puis des chercheurs qui, au contraire, ou des chercheurs ou d'autres types d'experts, qui vont au contraire s'inscrire dans ce contemporain prévisible, dans ce contemporain futur, ce présent futur, qui est aujourd'hui, à mon avis, le cœur de la quasi-totalité des expertises en matière de migration. Et je crois que là, il y a une grosse différence et une frontière extrêmement étanche. Alors, pour aller plus vite, si on dit que donc il n'y a pas à proprement parler d'augmentation vertigineuse des flux, qu'il n'y a pas non plus transformation anthropologique radicale de ce que sont les raisons profondes, les raisons anthropologiques de la migration. Je crois qu'on bouge toujours pour deux grandes catégories de raisons, et qui sont à peu près toujours les mêmes, ce que dans le séminaire qu'on fait avec nos collègues à l'école et aux études, j'ai appelé des raisons de déplacement et des raisons de détachement. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'essaye d'être bref. Raison de déplacement, ça veut dire que, en gros, pour ne pas toujours employer le même terme de migration, l'exode est toujours une réalité qui est une réalité historique et quasiment anhistorique de nos sociétés. Les raisons de l'exode existent toujours. La grande migration syrienne de ces dernières années a été une exode liée à la guerre en Syrie, etc. Une grande partie de certaines migrations qu'on appelle climatiques sont des formes d'exode. Donc des exodes au sens où on est en quelque sorte arraché de sa famille, de sa société, etc., pour des raisons qui dépassent. L'autre que j'appelle le détachement, c'est qu'au fond, la migration est toujours portée par ce qu'on pourrait appeler un déficit ou un déni d'humanité pour un certain nombre de catégories de gens qui sont parfois des catégories individuelles ou parfois des catégories plus collectives. Si on le regarde sur la très longue durée, les migrations ont toujours été un fait porté par ce que certains historiens appellent les cadets de famille,
c'est-à-dire ceux qui sont les surnuméraires à l'intérieur des sociétés patriarcales ou à l'intérieur des sociétés familiales, portés par des classes moyennes sans héritage, c'est-à-dire des classes moyennes qui ont du capital culturel, mais pas de capital et pas de possibilité de trouver leur place dans la société, et par les femmes, qui sont les grandes oubliées des migrations. Et je crois qu'aujourd'hui, un certain nombre de travaux sont en train de nous montrer, par exemple, que la relecture via les migrations féminines d'un certain nombre de flux migratoires nous rééclaire assez considérablement sur les raisons de la migration et sur les fondements de la migration. De ce point de vue-là, quelles que soient les origines, les destinations, quels que soient les flux aujourd'hui, ce socle anthropologique de la migration a très peu changé depuis très longtemps. Et donc, encore une fois, ce qui a changé, c'est précisément la continuité, la régularité des flux et leur inscription dans les sociétés contemporaines. Voilà. Alors, je vais essayer. Non, ça va. Parce que ne me dites pas que j'avance pas, parce que moi, j'ai les horaires sur mon ordinateur. Moi, j'ai une montre sur mon ordinateur, donc je vois ce que je dis. Hein. N'en profitez pas. Donc, l'hypothèse qu'on peut faire aujourd'hui et qui est, encore une fois, l'hypothèse qui nous sert un peu de fil conducteur dans le séminaire que nous menons à Paris, c'est qu'au fond, ce qui change beaucoup plus historiquement, ce qui change de façon beaucoup plus considérable plutôt qu'encore une fois le socle anthropologique de la migration, plutôt que les flux eux-mêmes. Oui, juste un point, c'est pour ça que je bafouillais, c'est parce que j'ai oublié de dire quelque chose et je crois qu'il est très important. Il y a deux grandes raisons de migration, mais il y a aussi deux grandes, comme disait à un moment donné un sociologue qui s'appelait Lefebvre, parlait de rythmicité. Je trouve ce terme assez intéressant et qui peut donner des idées de construction. Il y a deux formes de rythmicité dans la migration. La migration, soit elle est faite de mobilité, c'est-à-dire qu'on va, on vient, on part, on revient, on va travailler dans les mines en Belgique et puis on revient au Maroc, etc. Soit elle est faite de détachement au sens radical du terme, d'exil, et que là encore, ces deux formes de migration sont toujours, cette rythmicité des migrations est toujours aujourd'hui ce qu'on constate. Je cite souvent ce chiffre qui m'avait beaucoup frappé quand je l'avais trouvé, jusqu'à la guerre de 14-18, c'est-à-dire toute la fin du 19e et tout le début du 20e siècle, 45% des Italiens qui migrent aux États-Unis reviennent dans les 2 ou 3 premières années de leurs installations. Il faut imaginer que c'est une époque où les transports aériens n'existent pas, où on se déplace en bateau, où il faut quasiment un mois pour aller de Sicile jusqu'à Baltimore. Donc, on imagine que cette mobilité-là n'était pas évidente et tout, et en même temps, elle s'inscrit de manière extrêmement quotidienne et banale dans la réalité migratoire des Italiens partant aux États-Unis au XIXe siècle. Voilà, je trouve ça très intéressant parce qu'il montre bien comment, dans des conditions politiques et dans des conditions socio-économiques très particulières, en fait, la migration n'est pas une migration au sens exil du terme. La migration est une mobilité qui peut prendre des ampleurs et des rythmes, justement, rythmicité, et qui peut prendre des rythmes très différents. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qui change le plus fondamentalement ? Ben, je pense que ce qui change le plus fondamentalement, je ne vais pas inventer l'eau chaude, ce sont les conditions, ce que j'appellerais les conditions de la gouvernabilité, c'est-à-dire les conditions politiques concrètes, institutionnelles, mais aussi les conditions imaginaires par lesquelles un certain nombre de sociétés se rendent la migration gouvernable. Alors, gouvernable, ça ne veut pas dire du tout organisé, ça ne veut pas dire du tout institutionnalisé, organisé, réglementé. Gouvernable, ça veut dire aussi que du point de vue de l'imaginaire, une manière de gouverner la migration peut être de façon, on voit aujourd'hui, de la qualifier d'ingouvernable et donc ramener au statut d'ingouvernable, d'indésirable ou de dangereux ceux qui en sont les acteurs ou ceux qui en sont en quelque sorte les foules silencieuses. Donc,
je le dis de façon volontairement paradoxale, la désignation comme ingouvernable des migrants fait partie complètement de la manière dont un certain nombre de sociétés se rendent gouvernables à la migration, en le désignant tout simplement, je pense que Andrea là-dessus va dire des choses très intéressantes, en le constituant tout simplement comme un ennemi, comme un indésirable, comme quelqu'un dont on veut se débarrasser. Cette forme-là aussi est une forme de gouvernance de la migration. Alors, de ce point de vue-là, qu'est-ce qui a changé sur les migrations? Alors, juste une autre petite parenthèse sur la, d'un point de vue épistémologique, on a assisté, je pense, alors là-dessus, je pense qu'il y aurait des discussions avec un certain nombre de chercheurs que je vois à l'écran aujourd'hui, parce que nous avons tous été, à un moment donné, les victimes consentantes de l'illusion biographique. C'est-à-dire que nous avons tous pensé, enfin, tous ceux que je vois là et dont je connais les travaux, je sais qu'ils l'ont fait, et moi le premier, je pense que nous avons tous été, à un moment donné, nous avons tous pensé, plus ou moins, de manière plus ou moins construite, qu'une manière de sortir et de renouveler la question migratoire était de revenir à l'illusion, à la biographie, de revenir au suivi et à l'analyse des parcours individuels, et y compris parce que nous sommes en tout cas un certain nombre, je pense, à penser que la migration est fondamentalement quelque chose, un processus d'individuation, quelque chose d'un processus d'accès à une individualité ou à une individuation que les sociétés, notamment les sociétés patriarcales, etc., refusent à ceux qui les pratiquent. Je dis illusion biographique en référence à un texte de Bourdieu là-dessus, parce que je pense encore une fois que même si cette sorte de détour biographique a donné beaucoup de choses très intéressantes et à mon avis a permis de renouveler un certain nombre de travaux sur ce thème, je pense que c'est quand même une illusion, parce que précisément il nous fait perdre de vue l'inscription de ces biographies, de ces parcours, de ces histoires personnelles. Beaucoup d'africanistes aujourd'hui, enfin le terme africaniste est peut-être malvenu, mais beaucoup de spécialistes de l'Afrique aujourd'hui disent qu'on est passé du statut de la migration contrainte fordiste à la migration aventure, que les migrations sont devenues des aventuriers. Le terme a été employé par un certain nombre de géographes à propos de l'Afrique. Je pense que c'est là où la biographie devient une illusion, c'est-à-dire qu'elle fait perdre de vue précisément ces densités historiques dans lesquelles s'inscrivent les mouvements migratoires et qui viennent donner naissance à un certain nombre de phénomènes, et y compris perdre de vue que, d'une certaine façon, c'est encore les conditions de la gouvernabilité, c'est-à-dire les conditions de la définition de la gouvernance de la migration, qui, d'une certaine façon, organisent la migration, ne serait-ce que parce qu'elles organisent le statut dans lequel se retrouvent les migrants qui se déplacent et qui circulent à l'intérieur de nos sociétés. Donc, je serais, encore une fois, sans être très méchamment critique avec l'illusion biographique pour l'avoir pratiquée moi-même, je pense qu'aujourd'hui, nous avons un tournant à effectuer et à revenir peut-être un peu plus sur précisément les conditions de gouvernabilité de la migration. Alors, de ce point de vue-là, je voudrais dire trois choses sur les conditions sur cette gouvernabilité et sur les conditions de sa modification. D'une manière générale, je pense que le migrant en tant que figure historique a pris place entre deux grands corps, entre deux grandes figures politiques. La première figure politique, c'est celle de l'étranger. On oublie toujours, mais l'étranger, contrairement à ce qu'on croit, il ne l'est pas hors statut, comme on disait au CNRS dans les années 70. L'étranger, il a un statut, il a une place, société. Je vous renvoie au cosmopolitisme, très beau texte sur les conditions d'accueil de l'étranger. Donc l'étranger, il fait partie de nos sociétés, il est une figure interne dans nos sociétés. L'autre figure, c'est évidemment celle du citoyen. Jusqu'à très récemment, ces deux figures suffisaient à construire, au fond,
à construire une réflexion sur les dynamiques de citoyenneté, sur la construction des citoyennetés, sur la construction des statuts d'identité, etc. Le migrant s'est inséré comme une troisième figure à l'intérieur de cette dialectique et a inséré ce que j'ai jamais trouvé mieux comme définition que celle. Alors, vous me direz qu'elle est très générale, donc du coup, c'est sûr que ça peut durer longtemps. La définition que donne Dal Lago du migrant, Alessandro Dal Lago, donc, qui est un sociologue italien qui a travaillé sur les questions migratoires, qui a été un des premiers en Italie à travailler sur ces questions, et qui disait le migrant, c'est le statut de non-personne, c'est-à-dire de non-personne. C'est-à-dire quelqu'un à qui la société non seulement ne donne pas de droit de citoyenneté, mais ne donne pas non plus de droit d'étrangeté, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il se retrouve dans une situation de non-droit ou de droit partiel, à partir de laquelle se définit très précisément son statut social. Alors, ce statut social de non-droit ou de droit partiel, ou de droit exceptionnel d'ailleurs, puisque l'exceptionnalité est aujourd'hui toujours une des règles à partir desquelles se définit le statut du migrant, ce statut d'exceptionnalité a longtemps été garanti par l'État. Les grandes migrations fordistes, dans lesquelles le statut du migrant était un statut exceptionnel, puisque c'était des contrats particuliers qui étaient négociés entre les États émetteurs et les États récepteurs, ce statut d'exceptionnalité était garanti par l'État. Et je pense qu'aujourd'hui, une des principales dimensions de la crise que traversent aujourd'hui les migrations, c'est précisément que l'État s'est retiré de la définition de ces conditions d'exceptionnalité qui définissaient le droit du migrant. Donc je pense que là-dessus, encore une fois, Andrea va en parler plus longuement que moi, mais je crois que c'est une des dimensions assez fondamentales et là aussi très paradoxale, c'est que l'État s'est mis dans une position extrêmement paradoxale où d'un côté, il a laissé et participé à la constitution du migrant comme figure politique, comme figure idéologique, comme figure de l'ennemi, du danger, de la menace, etc. Il a très largement participé à cette construction portée par tout un imaginaire politique aujourd'hui dans nos sociétés. Donc, il a aussi constitué tout ce dont va parler Andrea, c'est-à-dire la police des frontières, la mise en place d'un contrôle, etc. Mais paradoxalement, au moment où il produisait cette condition de gouvernabilité ou de gouvernance de la migration, il déconstruisait son propre statut d'État régulateur dans les migrations, puisque aujourd'hui, l'État n'intervient plus ou n'intervient que très marginalement dans la définition de ce que sont les contrats d'émigration, dans ce que sont… Alors, on le voit très exceptionnellement, par exemple, au Maroc, sur la définition des conditions de circulation des travailleurs agricoles, mais l'État marocain n'y intervient de façon que très marginale, mais c'est quasiment un exemple aujourd'hui très particulier de ces définitions. L'État n'intervient plus dans les contrats et les circulations migratoires. L'État n'intervient plus, évidemment, dans la définition du statut même du migrant à l'intérieur de nos sociétés. Et donc, on a cette espèce de paradoxe aujourd'hui d'un État qui s'est retiré de la définition de ce que c'était le droit du migrant, comme y compris droit d'exceptionnalité, et tout en produisant au contraire la figure idéologique du migrant comme étant une nouvelle figure idéologique portée par un certain nombre de représentations. Voilà. Donc je pense que là, on est au cœur d'un processus dont il faut parler. Alors, je voudrais dire trois choses, et je vais essayer de finir sur ces trois choses que je vais dire très vite. Première chose, on se rend bien compte que ces nouvelles conditions de gouvernance et de définition de la migration sont l'expression de ce que on est un certain nombre à appeler un néo-souverainisme, c'est-à-dire l'émergence d'une nouvelle forme d'État, néo-souverain au sens où, d'une part, c'est un État qui n'est plus un État démocratique, c'est-à-dire qui ne participe plus d'une mise en discussion, d'une mise en débat et de mise à l'agenda d'un certain nombre de lois, de règles et de fonctionnement. Donc, c'est un État qui n'est plus démocratique
vue-là, et souverainiste au sens où il s'est installé sur la définition des frontières, sur la définition de l'identité. Il a installé en quelque sorte son activité et son travail sur ces catégories plutôt que sur l'intérieur même de la société, etc. Voilà. Donc, je pense qu'un des premiers objets aujourd'hui se substituer à l'objet migratoire, entre guillemets, ou à l'objet biographique, entre guillemets, c'est ce néo-souverainisme et les conditions de ce néo-souverainisme qui est aujourd'hui le cœur de la gouvernabilité du migrant. La deuxième chose que je voudrais signaler, mais ça je pense que c'est Andrea qui va en parler, et j'imagine de façon assez complète. La deuxième chose que je voulais signaler, c'est ce qu'un autre sociologue, enfin d'autres sociologues d'ailleurs, parce qu'ils sont plusieurs, ont appelé la génération inopportune. Alors, c'est une grosse affaire, mais dans le cadre de nos sociétés néolibérales et dans le cadre d'un certain nombre de crises économiques qui ont secoué nos sociétés, c'est installé quelque chose que Robert Castel appelait la désaffiliation, c'est-à-dire le fait social d'émergence dans nos sociétés de groupes sociaux, de personnes, d'individus, de groupes sociaux qui, en quelque sorte, n'ont plus de place dans l'économie ou n'ont plus de statut à l'intérieur des processus économiques qui gouvernent notre société. Alors, je pense que cette catégorie, cette multitude, comme diraient d'autres philosophes, cette catégorie des surnuméraires ou cette catégorie des désaffiliés dans notre société ne concerne évidemment pas que les migrants, elle concerne beaucoup de gens aujourd'hui dans nos sociétés qui sont des désaffiliés, c'est-à-dire ceux que le mouvement même de l'économie fait descendre du train sans que le train suivant les prenne au passage, et donc ils restent sur le quai. Je pense qu'un certain nombre de générations aujourd'hui sont des générations surnuméraires et désaffiliées et ne trouvent pas dans la société leur place. Cette catégorie de désaffiliation ou de surnuméraire, elle a évidemment toujours existé, en tout cas dans le capitalisme industriel, elle existait, mais elle était réduite à des catégories très marginales, voire elle était en quelque sorte dispersée, segmentée à l'intérieur des marchés du travail. Aujourd'hui, ce sont des pans entiers de la société et des pans entiers de certaines populations qui sont des désaffiliés. Et dans cette catégorie des désaffiliés, il y a précisément ce que certains sociologues appellent la génération inopportune, c'est-à-dire ceux qui ne sont plus des migrants au sens très mécanique du terme, c'est-à-dire qui n'ont pas fait migration, qui sont nés dans les sociétés d'accueil et qui s'y sont installés, mais qui ne trouvent pas leur place dans les sociétés et qui, de ce point de vue-là, sont en quelque sorte dans une sorte de double suspicion, suspicion de ne pas être utiles en tant que migrants puisqu'ils ne sont plus migrants, mais suspect aussi de ne pas trouver leur place à l'intérieur de la société. C'est ce que Roger Waldinger appelait le mismatch dans son très beau livre sur New York et sur les conflits entre les jeunes afro-américains et leur destin professionnel, confrontés aux jeunes portoricains qui arrivaient dans la ville et qui, eux, trouvaient des places à l'intérieur de la ville. Donc, on a produit une catégorie qui est cette génération inopportune, qui sont les fils et filles des migrants qui ne trouvent pas leur place, qui sont, comme d'autres, des surnuméraires ou des affiliés, mais sur lesquels pèse aujourd'hui une sorte de soupçon d'ethnicisation de cette position de surnuméraire et de désaffiliés, et qui fait que précisément, à l'intérieur de l'ensemble des catégories de surnuméraires ou de désaffiliés, cela trouve en quelque sorte, sont désignés, trouvent une sorte de double désignation catégorielle qui fait des plus désaffiliés que d'autres ou des plus surnuméraires que d'autres soupçonnés de l'être. Je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre de débats sur la situation sociale des banlieues, sur les mondes du logement social, sur les mondes de la jeunesse, des jeunesses issues de la migration,
sont des débats qui sont portés par cette sorte de double soupçon, à la fois d'être des surnuméraires, mais en même temps, dans les surnuméraires, d'être affectés d'une sorte de suspicion ethnique qui vient se rajouter sur leur statut de surnuméraire. C'est de cette manière-là que je pense aujourd'hui il faut réenvisager un certain nombre de travaux que nous avions faits sur les questions de l'intégration, sur la question du rôle des jeunes dans les banlieues, etc. Je veux dire, il faut aujourd'hui peut-être lire au gré de cette machine. Dernière chose que je voulais dire, et je m'arrêterai là-dessus, c'est que ce statut du migrant, ce statut de non-personne, ce statut qui est pris entre le statut d'ennemi, le statut de surnuméraire, de désaffilié, etc., c'est-à-dire tous ces statuts négatifs qui définissent aujourd'hui la catégorie de la migration, sont des statuts qui, paradoxalement, peuvent trouver les conditions de leur profitabilité en termes économiques. C'est-à-dire que, et c'est là, je crois aussi, un des paradoxes qu'il faut souligner en matière de migration, c'est que le détachement même de l'État et d'un certain nombre d'institutions de la définition positive d'un droit ou de droits au pluriel en matière de migration ou en matière d'étrangeté fait que c'est ce statut de non-droit qui trouve profitabilité à l'intérieur d'un certain nombre d'évolutions de marché du travail sous l'angle de la flexibilité, sous l'angle de l'informalité, et qui permet, là aussi, de façon très paradoxale, aux migrants de trouver sa place dans un certain nombre d'économies dans une société au titre de ceux qui sont, en quelque sorte, le prolétariat de ce nouveau néolibéralisme flexible et informalisé qui caractérise nos sociétés. On a là-dessus de très beaux travaux de Saskia Sassen et d'autres aux États-Unis notamment, sur l'émergence de ce prolétariat flexible néolibéral pour lequel la condition de non-droit est une condition qui, en quelque sorte, vient rajouter à l'efficacité économique de sa situation. Voilà. Je voulais dire tout ça très vite, et je m'en excuse, pour essayer d'abord, encore une fois, pour vous faire participer un peu aux travaux qui ont été les nôtres et qui, je pense, vont continuer à l'être sur les questions de migration au séminaire que nous menons à l'école et aux études, autour donc de ces trois catégories que j'ai nommées, hein, néo-souverainisme, génération inopportune et nouvelles conditions nouvelles conditions migrantes, pour le dire comme ça. Voilà, je voulais vous faire participer à ça, mais peut-être aussi pour dire qu'il serait peut-être opportun aujourd'hui d'imaginer un certain nombre d'inflexions dans nos travaux, voire de retour d'ailleurs sur des thèmes que nous avons peut-être au passage laissés de côté, comme la question de l'intégration, la question des quartiers, des banlieues, etc. La question de la citadinité, par exemple, qui aujourd'hui ne se pose, à mon avis, plus du tout dans les mêmes conditions qu'elle se posait quand nous y avons travaillé dans les années 80, etc. Et donc, inviter à un certain nombre de retours réflexifs ou d'avancées réflexives sur ces thèmes-là. Voilà, j'ai fini. Merci Michel. Merci Michel. Tu veux te lancer dans une synthèse rapide, Thomas, ou on donne rapidement? English, very quickly, just to synthesize what just has been said. So you have started with the idea of migrantology as this inflation of discourses and different, not only purely academic discourses, but an accumulation of knowledge about migrants by artists, by experts, by policymakers, which is combined in the form of a polymorphous production of knowledge about migration. And you were wondering from there, what has changed? Why do we observe this inflation of discourses, narratives about migration? And you said it's not so much because the migration itself has changed, then the condition of governing migration has changed. And the governance of migration has changed because now the states and the authorities consider that
we have to define the migrants as someone who is between what is governable and what is not governable. So a kind of filtering or distinguishing between these two categories. And this transformation of the governability of migration has led to the emergence of the figure of the migrants. And the migrants defined as someone as who is a non-person, who is neither a citizen nor a foreigner, something in between, and stuck in the status of something exceptional, who should not be there, but is there. And you say that it has led to three consequences. And so the state has transformed, the sovereignty has transformed, a new form of state has emerged, which is not dedicated not so much to the governance of the society itself, than to its border, and with a new administration and so on, which is emerged. And then it has led to the emergence of a new generation, surnuméraire, I don't know how to translate it, surnuméraire, of disaffiliated people who are the forgotten of globalization and somehow, the non-desired person of the globalization. And the paradox is that these non-persons are actually economically very profitable, because it fits to the needs of a more flexible and informal economy. And so it's a way that the migrants find its place in the society. En 3 minutes. Wonderful. Merci beaucoup. Merci Thomas. You're the best one. Donc, je vais passer la parole à André Area. Merci beaucoup, Michel. Et voilà, c'était très stimulant. Et je passe la parole à André Area, donc professeur de sociologie à l'Université libre de Bruxelles, membre du GERM, du groupe de recherche sur les migrations et l'ethnicité. Et donc, qui a écrit sur de nombreuses questions, migration, racisme, extrême droite, les migrants sans papier, et récemment un livre sur la crise migratoire dont il va nous parler, je pense, un livre collectif, et également une sociologie de l'immigration qui vient de paraître. Donc c'est une réédition, hein, mais une version assez transformée par rapport à la précédente, qui vient de paraître à La Découverte. Voilà. Et donc le titre de l'intervention d'André Area, et donc de quoi la sociologie des migrations est-elle le nom. Et voilà, c'est à toi, Andrea. Merci beaucoup. Okay, so thank you very much for the invitation, and I will try to not exceed the 20 or 25 minutes. So maybe I would like to explain the fuggy title of my talk. My main purpose is, in a sense, to shed lights on the transformation of migration policy, and very more precisely on the border control policy. So it's based mainly on what Camille presented now, so Sociologie des Migrations, the collective book on the refugee reception crisis in Europe, and a paper published in 2017, The Network Border Articulation of Mobility and Immobilization. And there is a French translation, a book edited by Michel Peraldi. So very, I will try to explain my main purpose of my talk in 3 points. The first one, it's not very important, it's the main issues on the sociology of migration, but I will focus on the history of migration in Europe, and also showing the evolution of the migrants category and the way our migrants are categorized. Then I will move to how migration policies move, they change in border control policies, and my main hypothesis today is to introduce maybe a question: are we moving from a border control policy to a war against migrants? And this is the main purpose of my talk at the end. So
when we are thinking about sociology, generally we are thinking about three main issues: sociology of human mobility, sociology of integration or incorporation of migrants into our society, and maybe also, but it's not very important to associate it to sociology of migration, the structural pluralism of society, of the host society after incorporation of migrants. I will focus on the first one, sociology of human mobility, and I use the concept used in geography more than migration, because it includes also what we can call the wanted migrants and the unwanted migrants, because usually when we are talking about migration, it's only with reference of people who are not legitimate to move. The aim of this talk so is to consider that migration could be an issue, analyzing how the state sovereignty produce, regulate, and manage process of vulnerabilizations. It's not vulnerability because it's not the characteristic of the people, it's a process, and the process is started by the state. So my point of view is it's another one from Michel Peraldi. It's more, as usual, more very state-centric, but I think that it's important also to have this in mind to understand the process of domination, marginalization, vulnerabilization started by the state. So very briefly, the link between the history of migration in Europe and the figure of migrants. And from my point of view, you will see it's very important. And I have to note when I started, otherwise I will never stopped. So there is three main periods. We can discuss about the criteria, use it, etc. We can discuss about the title I give it, but it's only a way to trying to organize the different phases of the migration in Europe. When I mean in Europe, it's more Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands, and Switzerland. And we have to say that United Kingdom is it's different. It's different. Also because it's more related to the colonial migration. But for the first period, the regulated labor migration, we know, everybody knows about that. It's organized by bilateral agreements or colonial migration. It's a guest work model. The integration, it's produced by the Fordism, the contracting of the Fordism inside the working class. And depend of the country, there is a family unification or there or not. But the main characteristic of figure of the migrants at this stage is the migrant worker working in the industry. The second period is more related to the settlement migration, and it's when the work migration was stopped around 73, 74, depending on the country. It's the closing door policies, and it's not really the closing door policies because there's a family reunification. That means that the neighborhoods have completely changed. Schools, in the schools arrival, a lot of children who don't speak the language of the country, the host country. So it's a big change. But what is very important also in Europe, it's the transformation legislation about foreigners. There is new law about foreigners. There is the invention in the sense of the permanent residence permit in different countries. It's the case in France, in the Netherlands, in Germany, in Belgium. There is also an enlargement of some rights in civil, social, and political fields. If we took as reference, for instance, T.H. Marshall reflection about citizenship. And there is also some change in nationality laws with the introduction of the jus soli, because until 17th, only France have a legislation about jus soli. So there is a big transformation during this period. And it's the starting point of a new form of asylum seeker movement, because before it was more related to the communist regime, people coming from Hungary in 56 or from Czechoslovakia in 68. Now there is arrival from a refugee from Chile, for instance, and from Vietnam at the end of the 70s. So the figures are quite changed. There is more the migrant worker with his and her children, and the spouse also, it's the more legitimate migrant. Why I took 89? I took 89 because
the fall of the Berlin Wall was a big change for all Europe, because it started the new migration for Eastern European countries to Western European countries. So we find again the movement of in the early of the 20th century. And what is also very interesting is at the beginning, and Soigny Poteau worked on that and many others, but also of the irregular work coming from people, the people coming from Eastern European country in new sector, because now the industrial sector are delocalized in the periphery. So the new sector for the worker or the migrant worker are services, horticulture, construction, mainly. And there is some other kind of figure during this period of migrants. It's the asylum seeker, and they're arriving from the former USSR republics, the house leaders in Germany, but also the war in Yugoslavia with the asylum seekers in 91 and in 2000 coming from Kosovo. And finally, there is a third big change. The Southern European countries started to be states of immigration, and in particular people coming from Eastern European countries, and mainly Romanian. And what we are during this period, and this is the reason why I call it irregularized migration. We have irregularized migration, very tolerate, coming from the Eastern European countries. Yet at the same time, in the Southern European countries, people are arriving also from Albania, as the picture on my slideshow, and also from Africa, but with irregularized status. And this is the reason why Spain and Italy proceed to amnesties and regularization during this year. 2004, why 2004? It's the same, very state-centric. It's because 12 new European countries became member of the EU. But there is a big change during this period. The big change could be, where are the migrant workers? Now the migrant workers are mainly posted workers coming from EU and non-EU countries. So they are people who are in a new regime of work, new regime of welfare, a new regime of migration, because they are temporarily there, they are not fixed there, they're not settlement, and they are only, in a sense, the passage, how we say in French. So one of the main questions during this period is also the border control, and everybody wants to avoid that people and migrants or movers or travelers who arrived with a title of visa Schengen, for instance, for 3 months, became overstayer after this period. So the main problem during the last 20 years, from my point of view, is the control of the borders. And there is a last change, is the arrival of people as asylum seeker, in particular from the Middle East and from Pakistan, Afghanistan also, where there is a nexus between humanitarian policies and security policies. So what you have in mind now is, I will show you these graphics to show you that we have to take in account the perception that European people have for migrants today. When we look at these graphics, it's average from 2010 and 2018. The first, so it's the first residence permit, and by reason. The first reason is family reunification in all the countries, but not in Eastern European countries. In Eastern European countries is work. This is not the case in the Western European countries, because the workers are more posted workers. That means that they don't need to have a residence permit. The second reason is the humanitarian reason, and mainly in Germany with the refugees. And France is particular on the migration for studies. So we have, in a sense, all the debate
that started in US during the 19th, and also the debates of the after that with the analysis of Christian Joppuk, for instance. It's about one sentence that's the title of one of his article, Why Liberal State Accepted Unwanted Immigration. Because during the last 10 years, one of the main controversy in a sense on the policy of migration is, on one hand, we consider that the legitimate migrant is the worker. But at the other hand, what we have is the right of migrants, and in particular, people who granted the status of refugees and people who arrived as family reunification. That is, in fact, the right of migrants. So there is some changes, and no, we heard that some of them want to reduce, for instance, as in Germany, the family unification for the refugees, or in Belgium, they want to change the Geneva Declaration about refugees, for instance. But also for refugees, if we take the tables, this is the tables of the evolution of asylum seeker in Europe from the end of the 80s until now. We saw that there is an increase, in fact, during the last 5 years. So this is the reason why, and this is the second point of my, my talk, started a border control policy rather than a migration policy. Everything is focused on the overstayers and how to limit the access of foreigners to the European countries, or to filter, because I will take here the critical border studies perspective. The idea of border control policies is, on one hand, to accelerate the mobility of the legitimate movers, European one, and to sort, to filter, and to block the unwanted migrants. For that, they used 4 securitization or insecuritization dispositifs. 4 dispositifs, I will explain you very briefly. We have a lot of literature about that, in particular, people who are working with Didier Bigot. The first is the categorization of legitimate movers and the definition of the group at risk. And there is 2 main tools for that. It's the country submit to the Visa Schengen. This is in red on this map. And also a common list of state countries of origins where people can granted the status of refugees, but this list is it's in the black box of the EU. We don't know who was working on that, and we don't know why, for what kind of reason. For instance, Baghdad today is considered as a safe city. People cannot apply for the status of refugee if they are coming from Baghdad, for instance. The second tool is the remote control, very common. It was used, as Zollberg showed, even at the beginning of the 20th century in US. It's the remote control, it's the consulate at the country of departure, it's the border control at the border at the airport and the seaport, but it's also the smart border and the cyber surveillance, the database, Eurodac, VSIS, and all the system has the CIVE for Spain, and Eurosur use it for the whole Mediterranean area, with using also data from the different institutions. And the core organization of this policy is the European agency Frontex. The third one, also very known, is the whole thing of the border control with the European neighborhood policy, the return and admission policies, the policy of cooperation with transit migration countries, and sometimes the return, not sometimes, very often return policy, voluntary return policy, are financed or funded by the EOM project. And finally, as such for the present, the ultima ratio is detention and deportation in Europe. This is the 4 main dispositive of securization and insecurization of the border control. So now my question, and this is the last point of my talk, is can we consider
but it is an hypothesis, that we are shifting from border control policies to a war on migration or war against migrants. Many authors have wrote about the war against migrants. From my point of view, I think, but Michel maybe know this better than I think that is Salvatore Pallida who wrote the first paper in 2011 about the war against migrants. So why war against migrants? First of all, it's maybe to go further than all the image on border spectacle, borders games, traffic spectacle of illegal, border theater used by different authors. I think that it's true, but maybe we can go further today. We can also go further, maybe that with the conception coming from Agamben, we are in a state of exception. I think that maybe we are beyond humanitarian security action. And I will take one of the idea of the book, the last book of Fitzgerald, we are moving from a deterritorialization of the border policy, it's what I showed you before, to a new situation with an hyper-territorialization, in particular in Europe, but not only, if we remember the policy of migration from Trump in the US administration. And I think that one of the main things is related to the category, the migrant category, with the opposition between needs of migration for work and demography purpose and policy of identity. We want to choose, there is a selection of migrants, not only for needs, work and demography, but also choosing, in a sense, the origin of the new migrants. And at least this is another thing after 2015 also, it's the migration, the nexus between migration, security and terrorism more than ever. So how can we try to work on this hypothesis? And I will only present you some arguments, but for sure it's not really a demonstration. It's more an exercise to trying to think further than the border control policies. And what could be the different indicators for this hypothesis on war against migrants? And I will show you very briefly the different points. The polarization of the European opinion on migration, the diffusion of the narratives from the right-wing extremism, but also the extreme right parties in Europe, the attack against migrant and asylum seekers from social and political actors, the drawing in the Mediterranean area as a border practices, the Frontex pushback practices, the fortification of the European borders and even within European borders, and finally, so more in the periphery rather than in the center in Europe, the voluntary return policy and the EU migration formation campaign in Africa. And this is based on two PhD, one of Anissa Ma and the other from Julia van de Sel. I know that she are present to the seminar, so they can also say something about that because I take out some of their thought and demonstration. So first thing, the polarization of the European opinion. We made and we used the data collect from the European Social Survey about the attitude of European people from the different countries about migration. There is one question, there is two questions in reality. Would you say that it's generally bad or good for countries' economy that people come live here from other countries? And there is another one on culture. And what we saw that it's generally from the 2000 until now, it's very stable. There's no change. It's not the case in the Eastern European country. There's a change around 2015, okay? And the level is higher than in the Western country. But what is very surprising is that for the attitudes, it's very stable. How can we understand that? So
what we saw with quantitative analysis and regression on the database is the negative attitudes are linked to individual factors, and we know that people are in competition with a low education level, unemployed, etc. But what is very important is that countries with the most generous social policies towards refugees are not those with the highest negative attitudes. So there is no link directly between welfare benefits in one hand, and the other hand, with the negative attitude. There is no direct link between countries with a strong demand for migration restriction and a country with a strong populist extreme right vote. So one of the ideas, we are many to think that there is a very important of the narrative of the framing today given by the parties, think tank, etc., about these topics, rather that negative attitude from citizens. There's not only a change in the policy because there is negative attitude from the citizens, but it's in the other sense. There is a market for the party, and in the competition, some of them are more reluctant to the migrants, and they trying to change the policy. And this is particularly the case in Belgium, where when we compare this, the first one is about the economic, and this is about the fear about cultural. And when you compare the Flemish and the Francophone part, it's quite the same, but it's different because in the Flemish part of the country, 25% of the citizens are voting for an extreme right party. And this is not the case in the Francophone one, where there is no extremist party. So there is no link direct between the attitude on one hand and the other hand on the party. Second point of the demonstration, the attacks against migrants from social and political actors. We know that from early 2000 with the racial attacks in El Ejido and in Spain and Rosario in Italy, but there is an increase of attacks against asylum seekers and their shelter, in particular during the summer migration of 2015. There is also an increase of the NIMBY syndrome about the resettlement of asylum seekers, and there is also dismantling of the migrant camp inside the border of Europe, like Sangatte, Calais, Ventimiglia, Brussels, etc. So there is also actors, and we know that there is also some activists, Génération Identitaire, for instance, in France, who organized a movement against migrants in the south of France. Other points is the fortification of the European borders. I have not to show that, everybody knows. And there is very interesting because there is also a wall now between Slovenia and between Austria. That means that inside Europe and inside Schengen zone. So the fortification is there. Another point, but this is very an hypothesis, is to consider that drawing in the Mediterranean area, it's not a fatality. It's also because there is no support, help, etc. Tool in order to discourage migration. It's used as a tool to discourage the migration. And related to that, there is also, and now we are sure because there was a debate at the European Parliament in last December, where we can show that Frontex use pushback strategy and practices in the Mediterranean area. And the last 2 points, and I will finish by that, it's the voluntary return. Anissa Ma shows in her PhD that indigenous intermediation, sometimes it's former migrants, are used as particular form of outsourcing the implementation of border control, in particular to convince some people to accept the voluntary return. And Julia van de Sel, working on the migration information campaign, showed in a sense that, so the aim is to raise awareness about the reality of illegal migration, that is a sense to give information to prove the risk of the migration. And we can have one question. Williams called this soft power. Maybe it's not very a soft power. It's more something like a war propaganda that is organized and paid by the EU
in Africa. So this is a different point that I present you very briefly that could be arguments for the hypothesis that we move from a border control policy to a war against migration. And it's a new kind of use of sovereignty. And at the end, I will only show you something that we can took it's a very old book wrote by a British activist, Arthur Bonensby, before the First World War, saying the 10 principles of the propaganda for war. We don't want the war. European states do want to seek war against migrants. The opposite camp is slowly responsible for the war. The migrant is responsible, the discourse of the Europe institution, the migrant is responsible for his own fate. He is the one who knowingly faced death. We are noble causes. We want to, we don't have a special interest. Our cause is based on humanitarian principle, again, the profits of a smuggler in the migration, for instance. And if we commit some injuries, it's only caused by people who want to force the defense, the border defense practices. And the last one is very important for us in this time. Artists and intellects are supporting our causes, and this is the reason why we have to make war against migrants. Thank you very much. I'm sorry for a presentation maybe too long. Merci beaucoup, Andrea. Je vais laisser là encore Thomas résumer en 1 minute parce que j'ai encore des problèmes de connexion. Et ensuite, je vais reprendre la parole. D'accord. Alors, très brièvement, cette fois, je fais ma synthèse en français pour donner un bon équilibre. Donc, en fait, tu as essayé de retracer de réinscrire les transformations actuelles de la gestion des migrations dans une perspective historique, et tu montres qu'à chaque période historique, il y a une figure du migrant qui émerge, une figure de la gouvernabilité du migrant, pour reprendre l'expression d'Andrea. Et tu es arrivé, enfin, je passe très rapidement à la période actuelle, en disant que finalement, aujourd'hui, on a assisté depuis 2004 à la mise en place d'une politique de frontière plutôt que d'une politique migratoire, où la frontière devient un objet assez complexe, parce que tu montres aussi que la frontière s'étend à l'intérieur même de nos sociétés, aux limites des États, tu l'as montré entre la Slovénie et l'Autriche, mais à l'intérieur même aussi des États, il y a aussi des frontières qui se mettent en place. Et cette politique de la frontière, tu dis qu'elle se caractérise par 4 dispositifs, une catégorisation de celui qui est légitime ou pas de circuler, grâce à la mise en place de visa Schengen ou de la liste des pays sûrs, par exemple, un contrôle à distance à travers les consulats qui sont maintenant mobilisés pour la délivrance de passeports, ou l'agence Frontex, et aussi l'externalisation des contrôles frontaliers, et enfin la détention et la déportation depuis l'intérieur de nos territoires européens. Et tu essaies de trouver un argument pour montrer qu'on est en train de quitter cette période de contrôle des frontières pour passer à une période de guerre généralisée contre les migrants ou contre la migration, d'une part qui se caractérise par un passage de la déterritorialisation vers l'hyperterritorialisation des contrôles, avec la frontière qui se donne comme spectacle maintenant, et aussi avec un changement et des attitudes paradoxales dans les opinions publiques. Tu dis que la demande de contrôle aux frontières n'est pas forcément liée à une demande de populisme et de partis d'extrême droite, de soutien des partis d'extrême droite. Donc, il y a une espèce de généralisation et vraiment de diffusion de cette demande des frontières. Donc, on est peut-être en période tu touches sur le point une période de transformation et une période d'évolution qui n'est peut-être pas encore complètement mature, mais tu pointes ces différents signes
de l'émergence d'un nouveau régime. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. So I will just raise a couple of questions. I will not do a long discussion, also because we have 5 minutes left, and I would like to keep some time for other questions. So I just had one question for Michel and one for Andrea. So and I want first of all to thank both of you, because I think both your interventions are very useful for the way we want to raise the issue of critical turn in migration studies, and I think it will help us very much to think about a possible collective publication on this issue, but still. So about Michel, I have just one question about I'm not sure I understood the way you talk about the biographic approaches, because actually I was really interested in the way you try to draw a typology of different political figures of migration, different times. Donc, the foreigner, the citizen, the migrant, and then your reflection on the outcasts of globalization is really interesting. And so I thought, but how can you capture this kind of trajectories of the outcast without using a biographical approach? That would be my question, because I think what is really useful with biographical approach is actually that you don't necessarily individualize stories when you use a biographical approach. Actually, it's rather the contrary. I guess one of the most structuralist scholars in France, Abdelmalek Sayad, used this biography approach to raise quite structural issues. And I think to raise the complexity of the migration process that you addressed in your intervention, it can be really useful. So I was wondering, why are you angry with a biographic approach? And then my question for Andrea. Yes, yeah. So you provided a background chronology, which will be, I think, very useful for us, because one of the questions we raise in this seminar is whether there is or not a critical turn in migration studies. And I guess having this background elements, kind of chronology of migration policies, is extremely useful to think about this critical turn and the way scholarship on migration has evolved. And then when it comes to your last hypothesis on the war against migrants, I wanted to raise the issue of the role of intellectuals in this war. Like how, I think the way you described this war, I remember that the first time maybe I heard the expression war against migrants is not from, maybe it's not from Palida, but it's from Migre-Europe. So from an organization that lies at the intersection between migration scholarship and activism. And so I thought maybe we could reverse the question we raised in this seminar. The question would be, is there a critical turn within migration studies? And ask, what is it possible today to be a migration scholar without being an activist? Because maybe the point you didn't really raise in this in your presentation, but I'm sure you thought about it, and it's very timely, especially in France during these days, is that there are also campaigns against intellectuals and in particular migration scholars. So as scholars, we are also part of this war, even if we don't want to, even if we didn't look for this, but we have to be part of this war. And so I was wondering, what do you think about the role of scholars in this in the current situation?
Thank you very much. I don't know, maybe I can take other questions and then you can reply. So you can write either in the chat. Francesca a une question. Oui, vous m'entendez? Oui, Merci Francesca. beaucoup. C'était super. Ça, comme toujours, ça me donne plein de réflexions. Je vais aller vite. J'ai une question pour Michel et une question pour André. D'abord, par rapport à l'approche biographique, je pensais justement à un mi-chemin entre une approche biographique et une approche macro-structuraliste. Je pensais à Chambordon, Jean-Claude Chambordon, qui disait de relire en fait les événements personnels avec une filigrane des événements macro. En tout cas, qu'on pouvait voir ça aussi chez la microstoria italienne, où on analyse vraiment l'histoire avec le grand H, avec les répercussions sur la biographie. C'était voilà une suggestion. Et puis j'avais aussi une question concernant ces désaffiliés dont tu parles, Michel, ces descendants de migrants. Et j'ai toujours du mal, mais c'est peut-être parce que je ne suis pas française, à penser les descendants de migrants comme migrants ou comme faisant partie de la migration. Et donc, je me dis, ça ne les ramène pas, enfin, le fait de les considérer dans cette étude des migrations, on réifie la migrantologie. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à parler de racisme, de colonialisme, de post-colonialisme? Est-ce que ça ne serait pas plus opportun pour cette génération comme on dit en français, opportun, de ne pas les mettre voilà, dans cette case de migration, mais de dire c'est du racisme, c'est la discrimination, qu'est-ce que c'est voilà, ça c'est ma question. Pourquoi ne pas parler de racisme et de post-colonialisme? Deuxième question pour André. Alors, je voulais savoir l'effet de césure de 2004, donc l'intégration des nouveaux pays de l'Est, donc on passe à l'Europe de 28. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une autre césure en 2008, c'est-à-dire cette guerre aux migrants si on l'analyse année par année, il n'y aurait pas un effet de crise économique sur cette guerre. Et je fais référence aux attaques contre les migrants parce que en France, à Aigues-Mortes, il y a eu à la fin des années 1890 des attaques contre les Italiens qui travaillaient dans les salines, et je ne sais pas comment on appelle ça, les salins. Et en fait, c'était une période de grosse crise économique, donc de conflits ou de compétition sur le marché du travail entre les Français et les non-Français. Il y avait des Belges, il y avait aussi qui étaient plus dans le nord, mais il y avait des Italiens qui étaient dans le sud-est. Donc je me dis, est-ce que dans ton travail, si tu analyses plus finement et tu descends à l'échelle d'année après année, 2008 vient marquer un début de la guerre, ou 2009, 2010, donc après cette... Voilà. Merci. Pardon, on a des commentaires dans le chat. Hein. Voilà, le postcolonialisme et le racisme. On a un commentaire de Sarah. Je ne sais pas si Sarah Gerfi veut prendre la parole ou si... voilà, ce sont des thématiques. Oui. Excusez-moi, ma caméra ne fonctionne pas très bien, c'est pour ça que je ne l'ai pas allumée. En fait, c'est pour revenir sur les thématiques de postcolonialisme et de racisme. À mon sens, je ne suis pas non plus spécialisée dans la matière, mais je pense que ce sont des éléments aussi à prendre en évidence en fait, sur la question en fait, sociale des nouvelles générations issues de la migration. Je pense que ce n'est pas des choses à mettre de côté sur cette question. Enfin, voilà, c'est mon avis. On peut ne pas être d'accord, mais je pense que ce sont des choses à prendre en considération.
Merci. On prend peut-être encore 2 questions. Alors, je sais que Thomas et Soigny avaient des questions, mais on s'est dit qu'on allait donner la priorité au, au public d'abord. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant que je donne la parole à Thomas et Soigny. Peut-être, bon, non, pas pour le moment. Bon, alors, allez-y, Thomas et Soigny. Thomas et après Soigny. J'ai une question très courte à Andrea, finalement, pour essayer de comprendre ce que tu veux dire par cette guerre des migrants. Je me demande si, finalement, ce qui marque cette guerre des migrants, ce n'est pas tant la territorialisation, qui me semble plutôt dans la continuité de la période précédente, que cette volonté de mobiliser la société entière dans le contrôle des migrations. Que ça soit à travers les campagnes d'information dans les pays du Sud, de départ, ou à travers la diffusion des discours d'extrême droite, notamment par ces Fox News, CNews, et puis par les gouvernants, les discours publics eux-mêmes, dans cette société. Voilà. Oui, oui, vas-y. Alors, moi, j'avais 2 questions. La première, c'est une question et une critique, voire une attaque à Michel, sur la notion même de migrantologie. Le fait que, en fait, en parlant, toi, en reprenant ce terme de migrantologie, tu mets dans un même panier, en tout cas sous une même notion, justement les experts qui tu disais très justement, travaillent sur une espèce de soi-disant prospective que tu appelais contemporain prévisible, et les travaux de recherche qui sont tout à fait d'une autre nature, qui essaient de comprendre des processus sur le long terme, etc. Or, il me semble, c'est un peu un sujet dont on a discuté avec Thomas et Camille précédemment, il me semble que justement, ce que font les experts, c'est se servir un peu de la légitimité des chercheurs, de la crédibilité des chercheurs, pour s'arroger ces titres, s'inscrire justement dans ce qui serait cette migrantologie qui mélangerait experts et recherche finalement, et tirer une certaine légitimité pour ensuite afficher des choses qui, pour le coup, ne relèvent pas du tout de notre façon de travailler, de nos compétences, de nos concepts, etc. Et en reprenant toi-même ce terme de migrantologie, est-ce que finalement, tu favorises pas ce flou et finalement, tu ne travailles pas pour ces gens-là qui essaient d'extraire de la légitimité de leur propre contact avec nous? Voilà, c'est une question, une critique. C'est une agression. Une question, c'est une agression. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit c'est une attaque, Michel. Tu l'as bien entendu. Heureusement qu'on n'est pas présent dans la même salle, sinon on se taperait dessus. Mais de toute façon, je le sais, tu m'as déjà tapé dessus. Bon, vous avez chacun 5 minutes pour répondre aux questions. Je n'avais pas fini. Ah, pardon, excuse-moi. Elle n'a pas agressé rien. Alors. Non, Andrea, je ne l'agresse pas parce que je suis beaucoup plus courtoise avec Andrea. C'est une question technique, en fait. J'étais surprise qu'à partir de 2004, tu classes. Alors, peut-être que j'ai mal compris, mais moi, ce que j'ai compris, c'est que tu considères que les migrations de travail, c'est forcément des travailleurs détachés, posted workers. Or, les autres statuts n'ont pas disparu. Et moi, pour ce que je sais de la France, alors c'est à partir de données de terrain, ce n'est pas les données d'Eurostat, etc. Mais moi, je travaillais sur l'agriculture et on a bien vu que les contrats saisonniers n'ont pas baissé, que la régularisation par le travail n'a pas baissé et que les travailleurs détachés sont venus s'ajouter, mais représentent une petite partie des travailleurs. Donc, voilà, j'étais étonnée que d'un seul coup, tu passes la catégorie travail sous cette appellation posted worker. Et je voulais savoir pourquoi, ce qui te permettait de dire ça. J'ai terminé. Alors, Michel, en premier, peut-être? Oui. Alors, je vais… N'oublie pas les autres questions quand même. Hein. Non, pas du tout.
Je vais oublier la question agression de Soigny Poto. Tu as raison. Oh, non, je vais répondre parce que c'est intéressant. Blague à part, je pense que c'est intéressant ce qu'elle dit. Alors, je vais essayer de le dire très brièvement, donc je m'excuse, Soigny, si je caricature un peu les choses. Ce que j'ai dit, en fait, je dis deux choses séparées. C'est-à-dire qu'à la fois, je dis oui, il y a des chercheurs, des artistes, etc., qui travaillent sur la migration. Et de ce point de vue-là, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a des différences de méthode qui sont des différences radicales dans la manière d'approcher les choses. Ce que j'énonçais aussi, pas dénoncé, ce que j'énonçais aussi, c'est que dans le processus même, à l'intérieur même de nos mondes à nous de chercheurs, le processus même de production, le process de production du savoir fonctionne beaucoup plus sur le mode du savoir expert aujourd'hui que sur le mode du savoir chercheur. C'est-à-dire que c'est appelé le discours d'opportunité. Alors, de ce point de vue-là, on peut toujours discuter en disant « Ah, mais non, moi, ce n'est pas mon cas, un tel, ce n'est pas son cas, etc. » Sauf que du point de vue de l'institution même de la recherche aujourd'hui, on a une sorte de prolifération des travaux, y compris chez les chercheurs, une prolifération de travaux qui ne procède absolument pas sur le mode de l'accumulation progressive, la critique, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, pour le dire avec les termes polémiques que tu as employés, oui, je pense qu'il y a une contamination du process expert dans la production du savoir sur les migrants. Et c'est pour ça que je parle de migrantologie, c'est parce que je pense que les chercheurs ne sont absolument pas à l'abri de ce processus de germination permanente du travail. Voilà. Alors, Soigny Poto, oui, on le sait, on la connaît, elle est à l'abri de ça, Dieu merci, mais pour tous les autres, non, on n'est pas à l'abri de ça et on est pris dans cette espèce de lessiveuse qui est aujourd'hui la migrantologie. Voilà, ça c'est ma réponse à Soigny. Alors, sur la critique, sur la biographie, vous avez raison, j'ai dit les choses beaucoup trop rapidement. En fait, Camille l'a dit, ce que je critique surtout, c'est cette sorte, ce moment où on a pensé que de décrire les dynamiques d'individuation et de décrire la migration comme parcours individuel pouvait être une sorte d'alternative à peut-être quelques excès d'une sociologie trop structuraliste ou trop victimisante, etc., qui a été portée par depuis Sayad, etc. Donc, ce que je critiquais, c'est beaucoup plus l'illusion individualisante que l'illusion biographique. Je suis un des premiers à lire la microstory, à lire les biographes, etc., à faire moi-même des biographies. Donc, ce n'est pas la méthode. Mais là aussi, par exemple, je pense qu'il peut y avoir à un moment donné une sorte d'adhérence, d'amalgame entre une méthode qui est une méthode biographique et qui est parfaitement légitime, et puis un point de vue qui est celui de l'individuation comme posture pour regarder les migrations. Et là, il y a quelque chose d'ambigu, et je citais notamment les africanistes parce que je pense qu'un certain nombre de chercheurs qui ont travaillé sur l'Afrique sont un peu tombés dans ce travers en pensant que, parce qu'ils faisaient des biographies, la migration était forcément un phénomène individualisé et individualisant. Parce que je pense que c'est ça qui est précisément le cœur de l'illusion qui a été portée. Voilà. Donc, je crois avoir répondu ça. Alors, sur les post-colonialismes, etc., je suis entièrement d'accord et je ne peux que souscrire à ce que vous dites. Ce que je veux dire quand même, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'histoire. C'est-à-dire que je pense que ce qu'a dit très bien Francesca sur l'assimilation qui est faite aujourd'hui, l'amalgame qui est fait entre les pères et les fils, et qui précisément est une sorte de contamination du non-statut des fils par le non-statut des pères, c'est un processus qui a à voir avec tout ce que Andrea a décrit, notamment sur la longue histoire du statut même des migrants. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas particulièrement une histoire néo- ou post-coloniale. C'est une histoire qui a à voir à l'intérieur même des sociétés de migration, qui a à voir avec le statut du migrant, encore une fois, cette nouvelle production institutionnelle qui date des années 40, Andrea l'a parfaitement historicisé, ce nouveau personnage, cette nouvelle figure dans notre société qui s'appelle le migrant, qu'on a souvent confondu. D'ailleurs, moi, je me souviens quand on travaillait dans les années 80 en anthropologie urbaine sur la question de l'étranger,
on pensait que le migrant était une sorte de rubrique, de catégorie de l'étranger. Pas du tout. On est en train de se rendre compte, comme une sorte d'évidence, que le migrant est aujourd'hui un personnage, un statut, une catégorie de nos sociétés et qui est utilisé à plein d'usages, etc. Donc, oui, faisons l'histoire du statut colonial, etc. Oui, bien sûr, faisons de l'histoire postcoloniale, mais là, il y a l'histoire d'une catégorie qui est celle du migrant et de la manière dont un certain nombre d'autres figures s'amalgament, sont amalgamées par les sociétés, c'est pas moi qui fais l'amalgame, sont amalgamées dans notre société autour de cette figure centrale. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'avais juste une toute petite question pour Andrea, c'était juste pour l'embêter un peu, parce que quand il dit que le statut de travailleur est au cœur de la figure du migrant, oui, mais paradoxalement aujourd'hui, beaucoup de migrants sont encore des travailleurs et sont des travailleurs délégitimés en tant que travailleurs parce qu'ils sont dans la précarité, dans l'informalité, etc. Donc, alors c'est vraiment une précision et c'est presque du pinaillage, je m'en excuse, mais je pense que ce n'est pas le statut de travailleur en soi qui définit la légitimité du migrant, c'est la manière dont l'État et un certain nombre d'institutions légitiment ou pas le statut de travailleur qu'occupe le migrant. Donc, il y a là une petite nuance historique, mais à mon avis, elle est assez fondamentale, et notamment parce que, par exemple, encore une fois, aujourd'hui, plein de travailleurs migrants ne sont pas légitimes en tant que travailleurs. Ils sont autre chose et ailleurs. Voilà. Merci Michel. Je passe la parole à Andrea. Bon, rapidement, alors, sur le rôle des intellectuels, oui, je pense qu'il joue un rôle vraiment important aujourd'hui, parce que quand même, si on regarde historiquement, ceux qui ont travaillé sur la question de la migration étaient plutôt ou pro-migrants ou défendant les droits des immigrés, et ceux qui étaient contre, c'était des gens qui étaient liés au parti d'extrême droite, au moins jusque dans les années 90. Et puis, il y a un grand mouvement, c'est qu'il y a, parce que ça, c'est le truc, c'est nous sommes délégitimés comme experts dans le domaine du sujet qui est le nôtre par des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont des journalistes, qui est Zemmour, qui est enfin, n'importe qui. Enfin, le cas que citait Stephen Smith, c'est vraiment le plus exemplaire. Il vend plus de livres que Errand, mais pourtant, c'est pas Errand qui a raison, c'est pas Stephen Smith. Enfin, donc là, il y a quand même une concurrence qui se joue pour l'instant qui est importante et qui ne sont plus des gens. C'est ça, enfin, le succès de Paul Collier sur son livre Exodus. Enfin, quand tu lis ça, tu te dis, c'est pas que ça alimente une thèse de droite, mais que ça alimente pas vraiment l'ouverture de l'immigration. Donc là, on est vraiment sur la concurrence, je trouve, des sciences sociales de manière générale. Et pour l'instant, on est quand même en procès en permanence, mais qui joue un rôle important. C'est pour ça que l'idée de propagande, je trouve, est vraiment importante. Je suis pas voilà, je pense qu'il faut aller vers les World Studies. Je maîtrise pas assez ça, donc je le fais juste comme invitation. Mais je pense qu'il y a quand même aujourd'hui quelque chose qui tourne autour de cet élément et qui rejoint en fait la question que Thomas a évoquée sur c'est la mobilisation entière dans toute la population. C'est tout à fait vrai, parce que ce que j'essayais de mettre, dégrainer comme ça, qui étaient les idées qui sont partagées, c'est partagé par tout le monde, par des extrémistes et des activistes de droite, comme des gens dans un quartier qui voient des gens qui sont sans statut et dont on appelle la police pour pouvoir les faire bouger. Et c'est pour ça que moi, j'avais été frappé par un papier qu'avait fait Didier Bigot en 2014, je pense, et qui, sur ce qu'il appelait le military narrative, l'idée c'était de l'avantage du military narrative par rapport à celui qui est celui de la police, c'est qu'il est sur un global political order. Donc on est bien sur l'ordre politique dans son ensemble, donc c'est une interprétation globale de la société. Et c'est pour ça que je pense qu'il est plus puissant. Et il va effectivement, je pense, depuis l'action militaire Frontex, en passant les campagnes d'information dans le Sahel, en passant par le discours qu'on peut entendre au quotidien et qui fait qu'aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes politiques qui produisent le plus de textes sur l'immigration pour fonder d'ailleurs le bien fondé de leur politique. Et là, on est vraiment dans une situation où, oui, Camille, tu as raison, ce lien entre activisme et sens social, il est là, mais il est là dans tous les sens. Parce que quelque part, c'est vrai aussi pour tous ceux qui font de l'activisme journalistique comme Zemmour et comme les autres. Alors, sur les questions relatives aux césures que j'évoque, oui, bon, 2004, je l'ai juste mis parce que ça change. D'abord, il y a une chose qui change quand même. C'est que, donc, mon point de vue, c'est 2004, c'est refaire 1957 au sein de l'Union européenne. C'est avoir, à l'intérieur de l'Union européenne, le bassin de recrutement des travailleurs
l'Italie a servi de bassin de recrutement pour les Allemands, les Hollandais, les Belges, les Français, même jusqu'en 1955 quand même en France, il ne faut pas l'oublier. Donc ça a été le bassin de recrutement de la main-d'œuvre à l'intérieur du marché commun. La Pologne et la Roumanie constituent aujourd'hui un des bassins, et le Brexit est là pour le rappeler quand même aussi, un des bassins de recrutement internes. Ça ne veut pas dire que ça enlève, et peut-être que je vais trop fort, je force le trait sur les autres migrants ne sont plus là. Oui, il y a toujours des migrants irréguliers dans certains secteurs. Oui, le travail est parfois la source de la régularisation, comme c'est le cas en Italie pendant le Covid l'année passée, où pour cueillir les tomates, il fallait bien les migrants, donc on les a régularisés, alors qu'on ne voulait pas les faire avant. Donc tu as raison, Sonny, et tu as raison, Michel, sur la manière dont on le pose. La seule chose, si tu veux, c'est que la figure de l'ouvrier dans un monde ouvrier, qui était une société industrielle, et où le monde ouvrier était à la fois une force sociale, économique et politique, aujourd'hui n'a plus la même chose. C'est une des identités parmi d'autres. Voilà. Et l'autre chose sur laquelle j'insiste beaucoup, et je pense que c'est Brubaker qui le premier, il y a déjà très longtemps, l'avait mis en évidence, la politique d'immigration n'est pas uniquement une politique de besoin, ce n'est pas qu'une logique instrumentale, des bras et des bébés, c'est une logique aussi d'identité, et plus que jamais. Et donc la sélectivité joue toujours plus sur la question de l'identité. Donc voilà, et l'autre chose quand même, Soigny, il ne faut pas oublier, c'est vrai que pour la France, mais pour l'Allemagne, aujourd'hui, tu as plus d'Ukrainiens, de Biélorusses, de Russes, de Moldaves qui arrivent dans le cadre de détachement de personnel que dans le cadre des statuts traditionnels de la migration. Donc aujourd'hui, il y a plus de migrants qui arrivent. Alors les Pays-Bas, c'est la même chose, la Belgique, c'est la même chose. La France, c'est différent, mais pas dans le secteur de la construction par contre. Dans le secteur de la construction, c'est exactement la même chose. Donc aujourd'hui, le détachement de personnel est même utilisé pour des gens qui sont des ressortissants qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Et ça précarise encore plus leur statut de travailleurs, puisqu'ils sont juste des travailleurs de passage et qui comptent encore moins que tout le monde, puisqu'ils n'ont pas de protection sociale. Enfin oui, ils ont celle du pays d'origine, c'est-à-dire bullshit ou à peu près, quoi. Voilà. Mais vous avez raison, voilà, 2004, c'est toujours mettre une césure, c'est compliqué. Et donc c'est pas 2004, c'était pour moi, si tu veux, la régularisation de les Polonais qui étaient en nombre en Europe de l'Ouest deviennent des réguliers à partir de 2004. Même s'il y a eu des mesures transitoires, ils ont dû avoir un permis de travail dans certains pays, etc. Voilà. Merci beaucoup. Andrea, ça ouvre des perspectives super intéressantes. On s'arrête là ou je pense qu'on peut s'arrêter là. Peut-être on a juste 30 minutes de retard 25 minutes de retard à moins qu'il y ait vraiment une question impérieuse, je ne sais pas. On va s'arrêter là. Un très très grand merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, c'est toujours un peu frustrant la distance, mais je pense que ça nous a fait avancer dans la réflexion, en espérant un jour pouvoir recommencer à se voir et à peut-être avoir une journée d'études comme ce qui était prévu au début. Donc, on se retrouve dans un mois. Je crois que c'est le 28 mars, voilà. Non, le 18. Le 18, ok, tout va bien. J'entends rien. J'espère que tu seras au rendez-vous puisque nous aurons le plaisir de t'écouter avec Nando Sigona. Voilà. Border Studies, justement. Voilà, on reviendra aux frontières.